Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur France 3 Provence-Alpes pour cette Voix est libre version longue. Avec nous sur ce plateau les représentants de tous les partis politiques qui vont participer au suffrage en mars 2014, en tout cas les plus importants, des élections municipales qui risquent d'être particulièrement tendues évidemment. Je pense à Marseille avec des personnalités particulièrement fortes, déjà des incidents et la campagne n'a pas encore débuté. Bonjour à tous, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous sur ce plateau, Pierre Dharréville, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire départemental pour le département des Bouches-du-Rhône et pour le Parti communiste. À vos côtés, Bruno Gilles, secrétaire départemental UMP, toujours pour le département des Bouches-du-Rhône. Bonjour. À vos côtés, le secrétaire départemental du Front National pour le département des Bouches-du-Rhône. À vos côtés, Denis Grandjean. Bonjour, Monsieur Grandjean. Vous êtes le secrétaire régional pour Europe Écologie Les Verts. À vos côtés, Annie Lévy-Mozigonacci. Bonjour, madame. Vous êtes la seule femme à représenter sur ce plateau. Je suis là. Vous étiez la porte-parole de Patrick Menucci à l'occasion des primaires socialistes. Merci à vous d'être là. Et enfin, Jean-Luc Benamias, vice-président du MoDem. Merci à tous les 6 d'être là. Dans un premier temps, nous évoquerons les élections municipales à venir, les enjeux, les alliances, les candidats, essentiellement à Marseille, mais pas que là. Et enfin, nous reviendrons sur le fait politique majeur de ces derniers mois, la visite du Premier ministre Jean-Marc Ayrault à Marseille, c'était hier, et le plan d'action qu'il a annoncé en préfecture. Et les images de Jean-Marc Ayrault, c'était donc hier en préfecture des Bouches-du-Rhône à Marseille. Tiens, monsieur Bruno Gilles, vous étiez à côté de Samia Ghali. Oui, c'est le hasard de l'ordre alphabétique, monsieur Bézère, n'y voyez pas autre chose. Objectif mairie, donc pour débuter, et je m'adresse à vous, monsieur Bruno Gilles. Des affiches partout, Bruno Gilles avec Jean-Claude Gaudin, Solange Biaggi avec Jean-Claude Gaudin, et Jean-Claude Gaudin n'est pas encore candidat. Mais qu'est-ce qu'il attend pour se déclarer candidat ? Il attend, écoutez, le temps qu'il faudra. D'abord, on n'était pas là parce qu'il est candidat, c'est un secret pour personne. Monsieur Bézère, c'est un secret pour personne, mais laissez-lui au moins la possibilité de choisir le soir où il déclarera, ou la journée où il déclarera sa candidature. Nous n'avons pas voulu polluer le débat des primaires socialistes. Je peux d'ailleurs m'étonner ce matin, et que Mme Lévy ne prenne pas ça comme une attaque personnelle, mais je peux m'étonner ce matin qu'il n'y ait finalement aucun des candidats à cette primaire socialiste qui représente le Parti socialiste. Alors pour être tout à fait honnête, cette émission a été enregistrée hier, donc vendredi, et hier, vendredi, il y avait le Premier ministre, et donc c'est vrai que les élus socialistes étaient à côté du Premier ministre. D'accord. Si les 49 conseillers municipaux socialistes accompagnaient le Premier ministre dans les quartiers nord, je reconnais que peut-être aucun ne pouvait être hier pour l'enregistrement à nos côtés. C'est bien dommage. Mais je reviens à la candidature de Jean-Claude Gaudin. Il faut, comme on dit en politique, une belle fenêtre de tir. Donc on a d'abord voulu se laisser le temps de cette belle primaire socialiste pour savoir quel serait le candidat ou la candidate que devrait ensuite essayer de battre Jean-Claude Gaudin. Et puis je crois qu'après, il y a une... Non, mais c'est quoi qui l'inquiète? Il a peur d'une campagne trop longue? C'est pour ça qu'il démarre si tard? Pas du tout. D'ailleurs, écoutez, on ne va pas démarrer tard, puisque la candidature de Jean-Claude Gaudin sera officialisée. À Marseille, tous les candidats sont connus. Sans vous révéler un secret d'État, sera officialisée d'ici la fin du mois de novembre. Donc vous avez quoi? Allez, une petite quinzaine de jours à attendre, peut-être même pas. Mais Patrick Menucci, Samia Ghali, c'est Patrick Menucci que les militants socialistes, et même au-delà d'ailleurs, ont choisi. C'est le candidat que vous souhaitiez, que Jean-Claude Gaudin souhaitait affronter? Écoutez, c'est surtout le candidat pour l'instant qui nous fait beaucoup de plaisir, avec bourde après bourde, une par semaine, les canulars téléphoniques où il insulte Samia Ghali et Madame la ministre Marie-Arlette Carlotti. Et puis derrière, c'est une séance à la communauté urbaine que vous avez déjà retranscrite, assez apocalyptique, avec des insultes concernant la sénatrice Samia Ghali et moi-même. Et puis on finit, je crois, en apothéose l'autre soir pour les gens qui se sont couchés tard, où il insulte cette fois votre télévision, France 3 Région. Donc on en est à une bourde par semaine. On pense que M. Menucci peut faire mieux et peut arriver à une bourde par jour, qui fait qu'on le considère plutôt comme un bon candidat. Parce qu'évidemment, oui, il s'est excusé les 3 fois. Chaque bourde, on s'excuse. Et il a répondu en disant que ce n'était pas du tout ça qu'il voulait dire, donc il s'est excusé. Voilà. Juste pour revenir sur la communauté urbaine et l'incident que vous évoquez, on va regarder un petit extrait. J'ai dit, est-ce que vous m'applaudissez? Il m'a dit non, on va crier Samia, Samia. Et j'ai dit, c'est bien la première fois que vous serez gentil avec Samia. C'est ce que j'ai dit.
a dit « Oh, vous ne m'applaudissez pas ». Et nous lui avons répondu en plaisantant « Non, nous allons scander Samia, Samia », en référence à ce qui s'est passé aux questions à l'Assemblée nationale. Et là, il a répondu « C'est bien la première fois que tu seras gentil avec une arabe ». Si M. S'il a estimé que je l'ai choqué, je m'excuse. Voilà. Mais je m'excuse si mes propos ont été mal compris. Voilà. Annie Lévy, Mosiconacci, est-ce qu'on rame après pour récupérer ce qui a été dit en communauté urbaine de Marseille-Provence Métropole? C'était le 25 octobre dernier. Est-ce qu'il faut rattraper la bourde? Parce que, bon, il y a une maladresse là quand même évidente. Alors, il faut bien remettre ça dans un contexte d'une sphère privée qui est devenue, par le fait des médiatisations, un fait public. Et ça, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi que les hommes politiques reconnaissent ce que c'est que la sphère privée et la sphère publique. Deuxièmement, je crois que arabe n'est pas une insulte. Arabe, c'est pas une insulte. Et je citerai, si vous me permettez, Albert Memmi, qui est un écrivain tunisien, d'origine tunisienne, et qui a dit « Je suis fier d'être un juif arabe ». Comme j'ai les mêmes origines que cet écrivain, je suis fier également d'être une juive arabe. Donc pour moi, ces deux termes n'ont pas une connotation d'être péjoratif et d'être aujourd'hui discriminatif. Non mais au-delà de ces propos, madame, c'est la cour d'école, quoi. Mais tout à Comment fait. inciter les gens à aller voter quand on Je suis tout à fait d'accord avec vous. Un spectacle tel que celui-ci. Tout à fait. Et je crois que M. Gilles s'est étonné de me voir aujourd'hui au milieu de vous. Hein. Je suis désolée d'être qu'une citoyenne marseillaise, citoyenne qui est venue à 17 ans ici pour faire des études de médecine et qui a toujours voulu créer des racines et élever ses enfants, travailler, et j'ai choisi l'assistance publique des hôpitaux de Marseille et l'Université de la Méditerranée. Donc une volonté aujourd'hui de montrer un nouveau visage aussi du Parti socialiste que j'incarne dans le sens où je suis une militante associative, je suis une Marseillaise, j'ai décidé de m'impliquer en politique et je suis depuis un an secrétaire de section du 8e arrondissement de Marseille où je découvre, mais je le savais déjà, à quel point la mairie ne fait pas son travail. Alors, on reviendra sur les têtes de liste et je vous poserai très directement la question de savoir si vous êtes tête de liste dans le 6-8, qui est le secteur évidemment de Jean-Claude Gaudin. Une question à vous, Jean-Luc Benamias, parce que cette semaine a été aussi une semaine qui a été marquée par l'alternative, cette fusion cette fusion, c'est pas une fusion, hein, mais cette collaboration entre messieurs Bayrou et Borloo. Comment vous allez faire, vous dont les élus MoDem siègent sur les bancs de l'opposition municipale à Marseille? La majorité à la communauté urbaine, oui. Absolument. Et alors que, par exemple, Madame Arlette Fructus, qui est de l'UDI, siège dans la majorité, elle est même adjointe à Jean-Claude Gaudin. Comment est-ce que vous allez vous positionner? Vous, à titre personnel, moi, c'est ça qui m'intéresse. À titre personnel, je me positionnerai extrêmement facilement. Madame Lévy, vous êtes la bienvenue. Je vous le dis. Je vous remercie. Répondez à ma question. Je vais répondre à la question. Bon, vous voyez bien que dans le monde dans lequel nous vivons, dans une France extrêmement divisée, dans une France où, n'ayons pas peur de le dire, l'ensemble des partis politiques démocratiques, pour ceux qui sont représentés ici, je pense aux 5 qui sont ici mais pas au Front National, l'ensemble des partis politiques démocratiques sont dans une difficulté constante par rapport ne serait-ce qu'à leur propre électorat, dans la confiance que peuvent nous porter nos concitoyens. C'est clair, on le voit dans la situation et française mais aussi régionalisée de la défiance qui existe par rapport aux partis politiques. Alors il est bon, même si c'est extrêmement compliqué, vous l'avez dit, votre question est extrêmement juste, le MoDem a une constante de formation qui est extrêmement diversifiée dans les gens qui ont formé le MoDem, et l'UDI est un mouvement qui se revendique explicitement du centre droit. Je ne suis pas, vous m'avez demandé quel est mon avis à moi, je ne suis pas membre du centre droit, mais je suis de ceux qui pensent que dans la situation française, de la République française aujourd'hui, il est bon qu'il y ait des regroupements et il est bon que l'ensemble des démocrates, quels qu'ils soient, se rassemblent pour redonner confiance à l'ensemble de nos concitoyens, à Marseille comme ailleurs. Et à ce niveau-là, ce qu'on vient de voir, vous venez d'en parler, n'est pas bon par rapport pour la démocratie, parce que c'est un petit épisode, l'épisode de la communauté urbaine, épisode qui est significatif, malheureusement. Ouais, non, mais les images, elles ont fait le tour de France. Je sais, d'une tension extrême qui existe sur des choses qui ne sont normalement, qui ne devraient pas arriver de cette manière. Je vous le dis, nous prenons les élections locales au niveau du mouvement démocrate
pour des élections locales. Nous tirerons, ça n'est pas encore fait. Est-ce que vous allez faire des listes communes avec Arlette Fructus? C'est ça la question. Oui, j'y réponds. Ce qui paraît relativement cocasse quand on connaît le paysage politique marseillais. Cocasse, je ne sais pas. J'y réponds facilement. Hier, mais comme j'enregistrais l'émission, je ne pouvais pas y être, les responsables du mouvement démocrate de Marseille rencontraient les responsables de l'UDI de Marseille. Alors, vous êtes dit quoi? On discute. Nous proposons, parce que sur Marseille, nous pensons qu'il faut une alternative politique, l'alternative la plus large possible, le rassemblement le plus large possible. Nous proposons déjà à nos amis de l'UDI de voir avec nous comment nous pouvons travailler ensemble. C'est pas simple. Vous l'avez dit vous-même. Parce que Mme Fructus, elle veut pas d'alternance politique à Marseille. Hein. J'ai pas l'impression. Voilà. Ça, faut lui demander à elle. D'accord. Oui, en fait, ça montre à quel point ça risque d'être compliqué. Front de gauche. Jean-Marc Coppola sera le candidat pour les élections municipales, tête de liste à Marseille. C'était pas possible. Probablement, oui. Oui, enfin, c'est à 99,9% de chances de voir cette configuration-là. Collaborer avec les socialistes, c'était pas possible. Faire des listes communes avec le Parti socialiste, c'était pas envisageable. C'est-à-dire le fossé aujourd'hui est trop profond. En tout cas, le spectacle qui nous a été donné lors de ce débat de la primaire qui a fait beaucoup de bruit, et puis la nature du débat politique avec y compris très peu de marqueurs de gauche, à notre avis, dans ce débat, peu y compris au niveau d'ailleurs national, vous évoquez la politique de François Hollande là, ou vous évoquez la politique locale? Non, j'ai écouté les débats qui ont eu lieu lors de la primaire socialiste à Marseille. Bon, donc nous pensons qu'il y a une nécessité aujourd'hui de faire exister un projet politique plus audacieux, plus offensif, plus ambitieux à gauche dans cette ville. Voilà, mais nous souhaitons profondément la victoire de la gauche à Marseille et ailleurs. Donc partout dans le département, pour élargir un peu le propos, où nous pensons que le rassemblement est possible et nous pensons être utile au sein d'une majorité et que c'est possible dès le premier tour au regard des projets qui sont sur la table, nous le ferons. À Marseille, nous avons considéré que pour l'instant, il valait mieux présenter devant les électeurs un projet et puis ensuite nous essaierons de le faire grandir et puis d'essayer de l'appliquer au sein d'une majorité plus large. Est-ce que le risque, c'est pas de faire les 5% nécessaires pour se retrouver au deuxième tour? Je pense effectivement aux 8 secteurs de Marseille. Il y a des risques où vous ne soyez pas. On prend toujours des risques, mais nous voulons avoir de l'audace, de l'ambition, et nous pensons que la situation politique dont M. Benamias vient de parler, elle est très difficile, très tendue. Nous sommes dans une phase de crise politique, de crise démocratique. Donc il y a besoin aujourd'hui de répondre aux besoins. Et nous pensons que pour répondre aux besoins, il faut effectivement de l'audace. Et nous pensons également qu'actuellement, la politique du gouvernement, effectivement, ne répond pas. Et nous voulons, à l'échelle municipale, ouvrir des brèches. Nous y reviendrons. Nous le ferons de cette façon-là, et sans doute qu'ailleurs, nous le ferons peut-être d'une autre façon. Nous y reviendrons évidemment dans un instant. Monsieur Ravier, est-ce que vous avez jeté un œil, et je sais que vous l'avez fait, et avec une attention particulière, sur le sondage? Oui. Dans le secteur qui vous intéresse, hein, le 7e secteur de la ville de Marseille, qui regroupe les 13 et 14e arrondissements. Ben, c'est pas terrible, quoi. Hein. On va le voir là apparaître sur l'écran. Vous voyez les chiffres du premier tour. Alors, quelle que soit la situation, hein, parce qu'on sait que c'est pas encore figé entre Christophe Maé et Garov Sepian, même si Garov Sepian a l'air quand même de tenir la corde. Eh bien, vous êtes 3e, quelle que soit l'hypothèse, entre Christophe Maé et Garov Sepian, devancé par l'UMP, et c'est la même chose au deuxième tour. Vous imaginez beaucoup plus haut. Hein. Que fait-on? Non, on arrête les élections. Moi, je vous pose la question. Comment est-ce que vous prenez ce sondage-là? Nous prenons ce sondage pour argent comptant, pour résultat, 5 mois ou 4 mois et demi avant le scrutin. Écoutez, je crois que c'est un petit peu comme les glaces. Hein. Il y a les glaces maison et puis il y a les sondages maison. Hein. Quand l'UMP fait un sondage, eh bien, c'est l'UMP qui triomphe. Fait par le Parti socialiste. Et quand c'est les socialistes qui font un sondage, eh bien, c'est les socialistes qui triomphent à leur tour dans un secteur où ils ont sévi, que ce soit les uns et les autres, puisque si la gauche est au pouvoir local dans ce secteur depuis toujours, c'est parce que la droite le veut bien. Cela fait partie du partage des territoires. À toi les quartiers nord, à moi les quartiers sud. Oui, les choses comme ça. Donc il y a une responsabilité de gestion dans ces secteurs. Je siège, moi, depuis 2008 en tant que conseiller d'arrondissement dans ce secteur. Donc je vois bien que tous les dossiers qui sont votés par le Parti socialiste, le Front de gauche, le sont aussi par l'UMP. Ils sont d'accord sur tout. J'arpente le secteur, pas simplement la mairie, mais les quartiers, les rues, et j'entends depuis plusieurs mois, je dirais, la révolte gronder. On se souvient encore des résultats aux élections législatives, où, même si ce n'est pas exactement le même vous avez été battu, hein. Il ne me semble pas que j'ai réalisé 22 ou 25%, mais bien vous avez été battu de 500 voix.
La situation depuis n'a fait que se dégrader. Et j'avoue que j'ai du mal à croire à cette plaisanterie. Entre les législatives et aujourd'hui, la situation s'est dégradée il y a moins d'1 an quand même. Hein. Oui, mais elle se dégrade chaque jour un peu plus. Il faut habiter ces secteurs. Il faut les connaître de fond en comble. Je sais que vous y résidez. J'y habite, absolument. Monsieur Ouais, Bézère, je les connais très bien. Mais il faut aller dans les cités, il faut aller même dans les noyaux villageois qui, à leur tour, souffrent de l'insécurité, qui virent à la barbarie. Et qui souffrent aussi du chômage. Oui, quand vous êtes buraliste à Château-Gombert et qu'à 7h30 du matin, vous prenez 2 coups de crosse sur le crâne parce qu'il y a des individus qui ont décidé de vous dérober quelques cartouches de cigarettes, pour moi, j'appelle ça de la barbarie. Oui, enfin, sans parler des crimes de sang. On est dans la récurrence d'un discours. À part ça, vous n'avez rien d'autre à proposer? Parce que c'est systématiquement la sécurité, le vieux monsieur qui s'est fait attaquer. Ça conditionne tout le reste, monsieur Bézère. Vous ne ferez pas venir dans cette ville une nouvelle population ou des entreprises avec une image aussi et une réalité aussi détestable. Donc, et cela fait partie, si j'en crois les sondages, encore une fois, c'est la première préoccupation des Marseillais, la sécurité. Parce que quand on est au contact du réel, contrairement à Jean-Claude Gaudin qui, lui, est enfermé dans son bureau de directeur de l'Office de tourisme, eh bien, quand on prend cette réalité en pleine face, eh bien, je peux y vous dire qu'il faut prendre des mesures, et ces mesures ne seront pas prises par Jean-Claude Gaudin, il les a toujours refusé de les prendre. Ne comptons pas sur la gauche qui, elle, aussi parle que d'insécurité sociale. Le seul qui ait pu dénoncer cette explosion de l'insécurité depuis des années, écoutez, c'est votre serviteur, ma modestie en prendra un coup, mais tant pis. Moi, je prendrai les mesures qui s'imposent pour protéger tous les Marseillais. On va donner la parole à Denis Grandjean, qu'on n'a pas entendu depuis le début de cette émission. Bruno Gilles, c'est le président de l'Office du tourisme. Écoutez, Monsieur Ravier fait du mauvais Menucci. Menucci va encore plus loin en disant que Jean-Claude Gaudin dort régulièrement dans son bureau. Monsieur Ravier dit que c'est le directeur de l'Office du tourisme. J'ai l'impression de voir cette coalition dit c'est vrai, il dort. FNPS. Quelle belle coalition. Pour l'instant, elle existe, cette coalition, c'est l'UMPS entre la mairie et la communauté urbaine. Alors, je reprendrai alors un certain nombre d'éléments pour clarifier un petit peu. Il manque un peu de fondamentaux, peut-être. Bon, très bien. Monsieur Grandjean, pareil, on va à nouveau regarder ce sondage, puisque la tête de liste pour Europe Écologie Les Verts, qui est Karim Zeribi, qui défendra les couleurs d'Europe Écologie Les Verts pour la mairie de Marseille. Pareil, les sondages ne sont pas terribles. Il est à 7% sur un secteur qui est son secteur, puisqu'il est déjà élu dans ces quartiers-là. Karim Zeribi qui a été élu à une très très large majorité, plus de 90% des voix, mais il y avait 450 votants. Est-ce que ça suffit pour légitimer un candidat sur une élection aussi importante que celle-ci ? D'abord, la première chose à dire, c'est que les écologistes sont tout à fait légitimes à présenter leur projet en face des Marseillais. Les élections municipales, c'est un grand rendez-vous démocratique. Puisque c'est avec les échéances présidentielles, l'échéance présidentielle, c'est le moment où les Français vont le plus aux urnes. Et dans un moment où la démocratie ne va pas bien, il est sain que les différents projets politiques qui sont charpentés, qui existent, puissent se présenter en face des électeurs. Ensuite, sur la question de la tête de liste, après, c'est une réalité. Notre mouvement, c'est un mouvement qui est très militant, mais pas forcément très encarté. Il y a à Europe Écologie Les Verts, au niveau national, un peu plus de 10 000 adhérents seulement, alors qu'on sait bien que des militants écologistes, à travers le tissu associatif, le tissu politique, eh bien, ça se compterait plutôt en une centaine de milliers de personnes. Donc c'est une forme de réalité, ça n'enlève pas les facteurs de légitimité. Après, la question de Karim, elle est aussi parce qu'il y a une dynamique justement qui s'appuie sur le tissu associatif qui existe et qui est quelque part un petit peu en parallèle de la dynamique interne d'Europe Écologie Les Verts. Et donc aujourd'hui, notre travail, c'est de faire converger ces choses-là, puisque de toute façon, tout le monde a travaillé sur le projet écologiste pour faire en sorte qu'on le porte d'une seule... Puis Karim Zeribi qui a réalisé d'excellents scores aux élections législatives. C'est celui qui a fait le score le plus important au sein de votre parti, et c'est important de le souligner. Il y a Sébastien Barle, qui est leader historique d'Europe Écologie Les Verts, qui a ferraillé, ça a été violent avec Karim Zeribi aujourd'hui, et qui est en rupture, puisqu'il continue à communiquer beaucoup sur un programme, à travers les gabians, à travers l'implication de la société civile. Comment est-ce que vous allez gérer là, le duo entre Karim Zeribi et Sébastien Barle, dont on sent que pour lui, l'histoire n'est pas terminée?
C'est une bonne question qui me préoccupe, je vous laisse deviner jour et nuit dans mon rôle de secrétaire régional, mais en même temps je ne suis pas sûr que ça intéresse énormément les Marseillais. Si quand même, parce qu'on a 2 leaders comme ça qui communiquent beaucoup, qu'on voit partout à la télévision, qui font partie du même parti, qui disent des choses pas forcément identiques. Donc moi je pense qu'effectivement ça peut interpeller les gens qui nous regardent. Alors en tout cas, moi ma réponse c'est celle-là, c'est qu'à un moment donné Karim a été choisi par les structures du parti en respectant les règles du parti, ça j'en étais garant. À côté, il existe une dynamique qui met en mouvement des militants essentiels, des militants écologistes, mais aussi des militants, on va dire, de la société civile au-delà de la sphère écologiste, des militants humanistes de la ville de Marseille. Et donc, mon travail, comment est-ce qu'on va faire ? Le but, c'est de faire converger ces choses-là. Et l'outil, c'est à un moment donné, l'outil, c'est le programme qui a été élaboré depuis pratiquement 1 an à travers des ateliers qui étaient ouverts à la société civile, et dans lesquels tout le monde est venu participer et qui est aujourd'hui remis en question par personne, ni Sébastien, ni Karim. Donc voilà, notre travail, c'est celui-là. Bon, en tout cas, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Allez, on va parler des têtes de liste. Oui, monsieur Bruno Gilles, allez-y, je vous en prie. Pour revenir d'un mot, sans qu'on fasse toute l'émission là-dessus, je voudrais d'abord dire à Madame Lévy que j'ai beaucoup de respect pour elle. C'est un éminent médecin de Marseille. Je ne voudrais pas qu'elle prenne mal mes propos de tout à l'heure. Et comme monsieur Benamia, je lui souhaite aussi la bienvenue et nous aurons l'occasion de nous revoir. Simplement, 2 secondes que je prendrai sur mon temps de parole. Madame Lévy, tout à l'heure, vous avez dit « arabe, ce n'est pas une insulte ». Moi, je vais vous poser une question, franchement, les yeux dans les yeux. Si, quand M. Menucci arrive en retard, il monte les marches, là, et au lieu de dire ce qu'il a dit, par exemple, au lieu de dire « est-ce que vous allez m'applaudir ?» S'il était gentil d'une phrase sympathique avec Mme Galli, et que moi, je lui dise les yeux dans les yeux « Patrick Menucci, c'est bien la première fois dans cette campagne que tu es gentil avec une arabe. Est-ce qu'aujourd'hui, sur ce plateau, vous m'auriez défendu comme vous défendez M. Menucci, et est-ce qu'aujourd'hui, vous auriez dit la même chose ? Arabe, ce n'est pas une insulte. » Alors c'est vrai qu'on n'est pas dans la cour de récréation, mais c'est un dérapage. Et derrière, M. Menucci a menti, on l'a vu à l'écran. Vous posez une question, on va vous répondre. Ce n'était pas une insulte arabe. Pourquoi a-t-il menti en ne reprenant pas ce terme ? Vous avez posé une question, on va vous répondre. Vous m'avez interpellé et je vais continuer dans ma logique de vous rappeler que c'était dans la sphère privée et pas dans la sphère publique. Dites-moi, une plénière de la communauté urbaine, c'est pas privé. Je n'ai pas l'habitude de siéger puisque je ne suis pas membre, mais je siège dans d'autres commissions. Je siège dans d'autres commissions et je sais très bien de ce que ça peut représenter un tacle dans une sphère privée, de ce qui peut être amené à la première page des journaux. Donc vraiment, je pense que ce débat ne m'intéresse pas personnellement et n'intéresse pas grand monde dans le sens où aujourd'hui, ce qu'il faut surtout prouver et montrer aux Marseillais que ça fait déjà quelques mois que nous travaillons sur un projet d'une proposition globale pour Marseille, et c'est de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Ah ben justement, vous n'avez pas répondu à ma question. Dans votre grandeur d'âme, est-ce que vous m'auriez soutenu de la même manière en disant... Enfin, on va peut-être arrêter dans le sens où aujourd'hui, je crois que... Voilà. Question est... Oui, non mais attendez. Patrick Menucci n'est pas raciste. Voilà. D'accord, mais il a qu'à s'excuser dès le départ et c'était clos. Bon, voilà. Très bien. Allez. Lui qui voit des racistes partout, qui tient le discours du politiquement correct depuis toujours, a été arrosé. M'étonner que vous ne réagissiez pas, M. Ravier. Ça m'étonnait un peu que vous parliez pas. Monsieur Daréville Je trouve et M. ça Ravier. complètement dérisoire. Encore une fois, on fait le buzz, ça dure des jours, voire des semaines. Pendant ce temps, il y a près de 30% de la population marseillaise qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Il y a une insécurité galopante. Il y a du chômage. Notre métier, c'est de relayer l'information. C'est pas nous qui avons dit à M. Menucci de dire ce qu'il a dit. Nous, on fait juste notre métier de journaliste. Je vois que le débat, ce faux débat, n'intéresse personne. C'est dérisoire. Monsieur Daréville. Non, mais moi, je pense qu'il faut maintenant effectivement évoquer les questions concrètes que se posent les Marseillaises et les Marseillais. Il y en a marre des amalgames. Et vous venez de manière sous-entendue d'en produire quelques-uns. Et puis, je crois qu'il ne faut pas jouer avec le racisme. Ça suffit maintenant. Voilà, ça suffit. Donc il faut maintenant avoir un débat politique sérieux. Monsieur Benamias, vous y étiez, vous, hein ouais. J'y étais, mais je ne fais pas une affaire d'État. Ouais. Je dis, bon, voilà, il faudrait que Patrick, parfois, il le sait, il s'est excusé. Donc, allez. Et une certaine maîtrise par rapport au fait qu'il avait gagné. Très bien, ok. Passons. Moi, je crois, et je ne m'adresse, l'émission, nous ne nous adressons pas qu'aux Marseillais. Moi, je m'adresse à l'ensemble de ceux qui regardent l'émission, et il y a plusieurs villes. Notamment dans le cadre de ce que nous devons faire. Et moi, je dis la priorité. Tout le monde le sait. La sécurité est une priorité, d'accord, c'est pas... On va y revenir. La priorité, c'est l'emploi. Tout le monde le sait. Et donc, le boulot que nous avons à faire... Le sondage donne la sécurité. Je n'ai pas terminé. Dans le cadre de la métropole, de la future métropole, et de voir quels sont les éléments
dans le cadre politique, démocratique, comment nous allons faire pour que de l'emploi, des centaines, des dizaines de milliers d'emplois arrivent sur notre territoire. C'est ça l'essentiel. Comment on fait pour que dans les quartiers en difficulté, dans les cités en difficulté, il y ait de l'emploi qui soit mis en place, de l'emploi valorisé, de l'emploi qui soit de l'emploi réel. Et à ce niveau-là, c'est totalement la priorité. Et dans ce cadre-là, on pourra parler de sécurité autrement, on pourra parler de logement autrement, et tous les sujets de transport autrement. Je crois que l'essentiel est de voir comment nous allons faire entre une ville de Marseille regouvernée, entre une ville en collaboration avec Aix, avec Aubagne, en sauvegardant les identités culturelles, les identités réelles qui existent dans ces différentes villes. Comment on fait pour faire de la coopération renforcée? On va l'évoquer, Jean-Luc Benamias, on va l'évoquer. Je vous en prie. Allez-y, je vous en prie. 76% quand même des Marseillais, même si on ne s'adresse pas uniquement aux Marseillais, ont demandé un changement dans la profondeur. Je crois que ça, c'est important, et ça renvoie tout à fait à la politique actuelle. Donc on est tous... Est-ce que ça peut s'inscrire avec le Parti socialiste qui est au pouvoir, qui a tous les pouvoirs depuis 2 ans? J'en doute fortement. Les électeurs au vu des résultats et des sondages concernant la popularité de François Hollande. Le Premier ministre était quand même à Marseille hier. Monsieur Grandjean, oui, non, on va en parler dans un instant, absolument. À un moment donné, si on veut être ambitieux pour ce territoire, être à nouveau ambitieux pour ce territoire, il va falloir parler des questions de gouvernance. Et je trouve que le début de ce débat et le fait que M. Gilles revienne sur l'incident de façon vous y seriez exagérée. Si ça avait été moi qui avais tenu ces propos. Alors je vous en prie, ne me donnez pas de leçons de démocratie. Ne m'en priez pas, je vais quand même aller au bout de mon propos. Je trouve que c'est une façon de faire de la politique, et cet incident et le fait d'attendre la fenêtre de tir de 15 jours pour dire ce qu'on sait déjà aujourd'hui. Je trouve qu'à un moment donné, il faut changer cette façon de faire de la politique. Les électeurs, ils attendent ça, les citoyens, ils attendent ça. Et on ne doit pas, Monsieur Gilles, on ne doit pas sous-estimer la confiance qu'il existe dans la société. Non, ça discute, rien n'est fait. Vous les avez mis à côté tous les trois, parce qu'ils vont s'allier tous les trois dès le premier tour. Bon, allez, un mot sur les têtes de liste. Comment tous les trois? Monsieur Benamias, Monsieur Benamias sera conseiller municipal sur les listes de Monsieur Menucci. Les Verts seront sur les listes de Monsieur Menucci dès le premier tour. Mes propos feront foi. Et Monsieur Darville, lui, un peu plus courageux, il ira jusqu'au deuxième tour, et ensuite il y aura une fusion. Voilà, on peut déjà prédire l'avenir. Pas besoin de la boule de cristal. Madame Soleil, à Marseille, nous allons mener bataille contre Jean-Claude Gaudin, c'est très clair. D'accord. Très bien. Alors, on va parler de tête de liste, et puis après, effectivement, on reviendra sur la visite de Jean-Marc Ayrault. C'était hier à Marseille. Il a annoncé un certain nombre de choses, notamment en termes d'emploi et de sécurité, et transport, parce que c'est le point le plus important. Sur les têtes de liste, on en est où au Parti Socialiste? Parce qu'on sent qu'il y a de la tension, quand même. Ah, mais on fait les choses dans... Allez, qui dans le 11-12? Qui dans le 13-14? Je vais un peu rappeler quand même un certain nombre de choses. Et est-ce que vous serez candidat dans le 6-8? Je vais déjà commencer à vous rappeler que personne ne donnait un copec pour ses primaires citoyennes. Personne. Voilà. Oui, non, 24 000. Non. Oui, non, mais on l'a évoqué, on a dit que c'était un succès. 24 000 Marseillais et Marseillaises sont venus voter. C'est indiscutable. D'accord. Donc, les choses se sont bien passées. Absolument, c'est terminé. Eh bien, la haute autorité des primaires a fait son travail. Oui. C'est parfait. parfait. Ça a été un peu tendu quand même. Enfin, d'accord. Il y a eu la tension, il y a des choses qui ont été On dites. arrive à avoir un candidat qui va affronter Jean-Claude Gaudin. Aujourd'hui, les têtes de liste sont en train d'être discutées. Alors, qui dans le 11-12? Christophe Mas qui ne veut pas y aller, il veut aller dans le 13-14. Visiblement, Samia Ghali souhaite que ce soit Garov-Sépian, donc ça négocie là en ce moment. C'est ça, on est en phase de négociation. Ça fait partie de la politique. Ouais. Quand Jean-Claude Gaudin n'a pas encore trouvé le jour pour nous annoncer sa nomination, enfin sa présentation pour être candidat, nous, on peut nous laisser un petit peu de temps pour nous mettre d'accord pour les têtes de liste. Alors vous avez évoqué les primaires. On voit, regardez ces images. C'était logique. Avant-hier dans le quartier à Saint-Just, me semble-t-il. Voilà, Garov-Sépian. Il n'y a pas Christophe Mas. Garov-Sépian, Samia Ghali et Patrick Menucci, tout sourire. Après ce qui s'est dit pendant la campagne, avant la campagne des primaires, après les primaires. Enfin, comment est-ce que vous pensez que les Marseillais perçoivent cette image, quoi? C'est-à-dire que véritablement aujourd'hui, les Marseillais, je pense pas que vraiment ça les excite énormément. Je pense que les militants. On peut se poser la question, si madame. Je ne pense pas. Je vais vous dire pourquoi je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, on a souhaité mettre en place ces primaires, donc il y a eu en effet un mécanisme de concurrence. On ne va pas dire le contraire. Oui. Lorsqu'on s'oppose, on est en concurrence.
de fait, c'est une concurrence au sein d'un parti politique. Et il est évident que l'objectif, c'est d'avoir un programme commun à l'ensemble des socialistes et des personnes, des Marseillaises et des Marseillais qui vont se retrouver dans ce programme. Aujourd'hui, on est en train de voir que Samia Ghali, Patrick Mennucci, les autres candidats sont en train d'être en ordre de marche pour présenter un programme et travailler sur l'ensemble des secteurs de Marseille. Avec des points de tension. Je voulais quand même rappeler, et je crois que c'est ça... Est-ce que Eugène Caselli ira dans le 2-3 ? C'est ça le problème de cette ville. C'est que... Non, elle n'ira pas. Je pense qu'elle a été assez claire là-dessus. On verra bien. Il annonce dans le 4 tous les jours. On verra bien. La seule chose, c'est que voilà, la personne qui viendra face à vous sera... C'est pas Madame Carlotti. Ça sera peut-être Madame Carlotti. Ce n'est pas moi qui vais aujourd'hui vous dire qui... Parce que je ne le sais pas. Moi-même. Il y avait un incident dans la Provence avant-hier qui disait que clairement, elle n'irait pas dans le 4. Ce qui est intéressant, et ça, je crois qu'il faut en avoir la conscience, et c'est bien ça que je veux incarner, moi, en étant sur ce plateau et en ayant rejoint le Parti socialiste. C'est que aujourd'hui, on mettra les personnes qui seront les plus efficaces pour avoir le plus de suffrages exprimés. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes aujourd'hui, tout le monde s'entend bien, il n'y a pas de souci. Même Samia Ghali qui avant-hier soir a failli ne pas venir au dîner initié par Jean-Marc Ayrault. Je ne sais pas. Voilà. Elle est très en retard. Donc, mais aujourd'hui, Samia Ghali nous a montré... En lire dans la presse, c'est que bon, il y avait des points de tension qui faisaient qu'elle a failli ne pas venir. Quoi. Samia Ghali a fait un beau travail sur les quartiers, et je pense que ça, à un moment donné, il va falloir qu'on en ait conscience. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il faut bien avoir conscience que Marseille est une et indivisible. Et c'est ça qui gêne un petit peu aujourd'hui la droite, qui n'a fait que séparer cette ville en deux. Et je peux en parler puisque j'habite dans les quartiers sud et je travaille dans les quartiers nord. Très bien. Vous avez pas beaucoup d'avance. Monsieur Ravier. Oui, j'observe là que le scénario que l'on nous avait déjà servi en 2008, de façon peut-être un peu plus pertinente, puisque le Front National était en convalescence. Nicolas Sarkozy avait annoncé qu'il l'avait tué, mais depuis, nous avons bel et bien ressuscité. Malgré cela, j'observe que l'on présente aux Marseillais cette élection municipale comme étant un duel. Voilà, il y a Jean-Claude Gaudin et Patrick Mennucci, et puis derrière, il n'y aurait personne, un face-à-face. Je rappelle quand même que même si ces sondages sont quand même largement minorés en ce qui concerne le Front National et la liste que je conduis, la liste Marseille Bleu Marine, le Front National est présenté comme pouvant se qualifier dans tous les secteurs pour le deuxième tour. Oui. Par conséquent, je ne comprends pas, à moins qu'il y ait une entente, manifestement, entre ces faux adversaires, que de présenter cette élection comme un duel. Ce n'est pas faire injure aux autres têtes de liste des autres secteurs, à part le vôtre, mais personne ne les connaît, quoi, ou très peu. Il y a quand même un manque de visibilité qui est Il y a quand même certains d'entre eux. Palpable. Bernard Maranda, dans le 8e secteur, est conseiller municipal. Qui est élu, qui est le seul conseiller municipal. Il y est depuis des années. Laurent Comas, dans son secteur, aux élections cantonales, a fait quand même plus de 48 à 49%. Oui. Et puis nous avons avec nous... Et il y avait l'affiche de Marine Le Pen avec son nom en tout petit. Nous avons avec nous la flamme du Front National, vous voyez, et la qualité de notre présidente. Notre électorat ne nous fuit pas, contrairement à ce que disait tout à l'heure mon adversaire socialiste. Non, c'était M. Benamias. La défiance des électeurs traditionnels de l'UMP et du Parti socialiste vis-à-vis de leur parti, eh bien, elle n'existe pas au Front National. Au contraire, nous nous renforçons, et même nous nous renforçons avec des électeurs venus d'horizons autres, je vais dire. Donc je ne vois pas pourquoi cette élection serait présentée comme étant un duel. Non, le mais Front vous êtes tous National là, est bien là, voilà. Et je suis certain qu'il apportera quelques surprises. Pierre Baréville, vous partez avec Oui. Mauvaise pour vous, mais bonne pour les Marseillais. Vous partez avec le parti de gauche, hein, ce qui est pas. Enfin, il y a eu des tensions là entre Jean-Luc Mélenchon et M. Laurent, notamment à Paris, hein, où le Parti communiste décide de partir avec le Parti socialiste. Est-ce que vous avez eu ce type de discussion à un moment donné ici au niveau local ? Est-ce que vous vous êtes dit qu'il vaut mieux partir avec le Parti socialiste à Marseille, comme nos camarades l'ont fait à Paris, ou ça a été très clair dès le départ ? Bien sûr, il y a eu une discussion très sérieuse parmi les communistes pour prendre leurs décisions. Et donc pour regarder quelle était la meilleure stratégie. Ce que nous voulons, nous, c'est être utile. Ce que nous voulons, c'est faire gagner la gauche et la rendre la plus offensive possible. Donc nous avons étudié quelle était dans cette ville la meilleure stratégie possible pour cela. Voilà. Nous avons pris donc cette décision en connaissance de cause. Et encore une fois, nous nous positionnons en fonction de la situation locale à chaque fois. Mais il faut bien entendre qu'il y a une véritable colère. Les gens ont la colère partout, y compris à Marseille, peut-être plus qu'ailleurs. Et donc il faut répondre absolument
à leurs attentes. Il y a aujourd'hui des drames sociaux qui sont en train de se produire, et c'est ça qui doit être au cœur de la campagne. Je reviens sur les propos de Bruno Gilles, qui faisait de la politique fiction tout à l'heure. Allez, Jean-Luc Benamias, vous serez où en mars 2014 enfin, un petit peu avant. Allez, non, mais ce serait bien. Allez, dites-nous, je ne crois pas une seule seconde. Monsieur Benamias. Ah non, je ne parie pas. Monsieur Benamias. Il m'arrive de jouer au loto et Monsieur Benamias. Mais je ne parie pas. Je ne crois pas une seule seconde que vous n'avez pas une petite idée de l'endroit où vous serez, où vous allez vous positionner là, dans les jours à venir. C'est pas vrai. C'est totalement vrai. Je m'occupe. D'abord, je suis député européen et donc j'ai une circonscription qui, je vous le rappelle, fait Rhône-Alpes, PACA et Corse. Donc je m'occupe, certes, des Bouches-du-Rhône. On parle des municipales. Mais les municipales, je m'occupe des municipales dans plein de villes. En ce qui me concerne, nous essayons sur la ville de Marseille, mais c'est valable pour d'autres villes, de voir quels sont les rassemblements démocratiques utiles à nos concitoyens. Nous n'avons pas une vision hémiplégique de la vie politique. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver avec des socialistes. À ce moment-là, vous quittez le MoDem. Je peux me retrouver. L'alternative. On peut retrouver le mouvement démocrate dans certaines villes avec la droite démocratique. On peut retrouver le mouvement démocrate dans d'autres villes avec la gauche démocratique. On peut retrouver le mouvement démocrate en liste indépendante au premier tour dans d'autres villes. C'est tout l'enjeu de la politique aujourd'hui, car excusez-moi, vous avez fait le tour et vous avez bien vu les questions que vous avez posées. Il n'y a pas une formation politique qui ne vit pas des difficultés internes. Et c'est normal dans la situation actuelle, je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la représentation. Oui, mais ça va venir. Et ça vient déjà, parce que vous perdez des têtes de liste, et heureusement, jour après jour, quand certaines têtes de liste... Vous avez été obligé d'en exclure un certain nombre, M. Ravier. On retrouve trop à l'extrême droite. Oui, parce que quand certaines de vos têtes de liste, je termine, tout d'un coup, découvre qu'effectivement, vous êtes un mouvement d'extrême droite. Donc, c'est bien. OK. Pour l'instant, vous êtes... Mangez votre pain blanc. Ça fait 30 ans que vous nous dites ça. Je parle à l'ensemble des électeurs nous entendent. Je cause à l'ensemble des formations démocratiques. Je pense qu'il faut des rassemblements larges. Sur la ville de Marseille, nous sommes clairs, le mouvement démocrate. Nous pensons que 18 ans de règne de M. Jean-Claude Gaudin, avec tout le respect que je lui dois, cela suffit. Je pense que le bilan, et si Marseille est à la une de l'actualité nationale, jour après jour, semaine après semaine, ça n'est pas pour rien. Je pense qu'il faut donc travailler à un rassemblement le plus large possible. Comment nous ferons le rassemblement? Si c'est un rassemblement autour des sigles politiques, ça ne marchera pas. Si c'est un rassemblement qui va sur le fond réel des problèmes des Marseillais, des questions posées par les Marseillais, ça peut se faire. Monsieur Ravier, et après monsieur oui, non, simplement répondre sur ces têtes de liste qui ont été désinvesties, parce que nous, lorsqu'il y a une faute de commise, eh bien, nous réagissons et immédiatement. Voilà, on a retiré cette investiture à 2 ou 3 personnes. Nous ne sommes pas comme au Parti socialiste où lorsqu'ils ont été condamnés pour diverses choses, on en fait un premier secrétaire, voire un premier ministre. Voilà, nous, les choses sont claires. Les branches pourries, nous les coupons. Nous n'en faisons pas la promotion. Oui. Excusez-moi. Monsieur Grandjean, chat dans la gorge. Pour rebondir non, c'est pas la réponse de Monsieur Ravier, que les choses soient claires. Non, et que j'ai bien entendu. Monsieur Grandjean. Revenons sur les propos de Bruno Gilles, puisqu'effectivement, il a fait un certain nombre de pronostics. Monsieur Gilles est joueur. Fusion dès le premier tour. C'est-à-dire qu'effectivement, là, en ce moment, ça négocie. Monsieur rencontre Monsieur Menucci. Il y a des choses qui vont être proposées concrètement. Alors, je peux vous dire que si vous n'êtes pas tenu à l'écart. Si ça négociait, en tout cas de façon un tant soit peu officielle, je serais forcément au courant. Et je vous le dis dans les yeux très franchement, il n'y a pas de négociation d'engager avec le Parti socialiste, avec le Front de gauche, en tant que parti politique. Je sais qu'il y a des convergences, notamment au sein du Sursaut, ce mouvement citoyen où Sébastien Barle a un rôle important. Sébastien Barle, absolument. Voilà. Donc, qui crée des convergences, mais qui ne sont pas des convergences de partis. Et ensuite, moi, ce que je voulais dire, c'est que les réalités politiques de terrain, je rebondis sur ce que disait Jean-Luc Benamias, les réalités politiques de terrain doivent guider les choix politiques qui seront faits pour avoir une offre qui correspond à la réalité de là où on habite. Je prends un exemple, moi j'habite à Aubagne. À Aubagne, depuis 6 ans, un maire communiste, Monsieur Fontaine, Daniel Fontaine, gère la ville avec une majorité dite arc-en-ciel qui va jusqu'au MoDem. Et les choses se passent bien, même si certains s'amusent à dire que la ville est ruinée, qu'elle n'a pas de capacité d'investissement, etc. La réalité, c'est que c'est une ville où les gens sont heureux. La réalité, c'est que c'est une ville qui investit sur l'avenir. Gratuit, c'est ce qui coûte le plus cher. Oui, gratuit, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Ça n'existe pas. Gratuit, c'est ce qui rapporte le plus aux citoyens. La ville est ruinée, alors les gens ne le savent pas. Mais un jour ou l'autre, la facture sera présentée. Mais monsieur Ravier, gratuit, c'est ce qu'attendent les citoyens
dans une ville comme Aubagne, où les on demande des bisounours peut-être sur Jupiter, mais non, pas sur Jupiter, mais l'argent public doit revenir aux citoyens. Allez, monsieur Dariville et après monsieur Gilles. Monsieur Dariville. La gratuité, c'est... Non, moi ce que je veux dire, c'est que ce que je remarque, et je le remarque y compris à l'échelle nationale, c'est que sans nous, la gauche n'arrive pas bien à être la gauche. Voilà. Et donc, je crois qu'il y a besoin de nous dans des majorités pour que la politique soit offensive. Effectivement, je suis très fier, moi je suis très fier, Monsieur Bézère, qu'à Aubagne, nous menions une politique très offensive qui inclut la gratuité des transports, qui est une révolution écologique et une révolution sociale, parce qu'elle permet à un plus grand nombre de gens, il y a un boom de la fréquentation des transports en commun, c'est ce que nous recherchons. Et je crois que les gens se sentent aussi propriétaires de cet outil public que sont les transports en commun. Donc je suis très fier de cette politique. Et lorsqu'on veut faire casquer les gens, comme ça vient d'être dit ici à ma gauche, mais en réalité à ma droite, eh bien évidemment je ne suis pas surpris, parce que ces gens-là ne défendent pas les plus pauvres, ne défendent pas les salariés. Nous les défendons. Martigues, Aubagne, Port-de-Bouc, le Rove, que vous connaissez bien, et quelques autres villes. L'idée, c'est de conserver celles que vous avez et peut-être d'en gagner d'autres communes supplémentaires. Et si oui, quelle visée vous avez, par exemple, sur des villes que vous espérez pouvoir conquérir? Oui, bien sûr. À chaque fois qu'il y a des majorités dans lesquelles nous sommes actifs, et à plus forte raison lorsqu'il y a un maire communiste dans les villes que vous avez citées, nous allons tout faire pour qu'il soit réélu et continue à mener la politique qui mène au service de la population et de l'intérêt général, des politiques progressistes, innovantes. Bon. Et puis nous avons effectivement quelques ambitions. Je pense que la gauche, c'est pas simplement le Parti communiste, c'est la gauche qui peut gagner effectivement, par exemple à La Ciotat. Elle peut gagner par exemple à Saint-Mitre-les-Remparts. Et j'espère qu'elle peut gagner au deuxième tour à Aix et à Marseille. Donc nous allons tout faire pour ça. Aussi. Avec Monsieur Meilly, qui ne se représente pas. J'ai pas entendu, pardon. Gardanne. Oui, Gardanne. Commune que j'ai oubliée. Monsieur Meilly se représente et nous allons mener des batailles à ses côtés. Monsieur Gilles, pendant les primaires socialistes, très clairement, on a senti que vous faisiez campagne pour Samia Ghali. Le terme est peut-être un petit peu fort, mais il est même très visiblement, il y avait des consignes pour ne pas recouvrir les affiches de Samia Ghali et pour recouvrir les affiches de tous les autres candidats. Encore faudrait-il que les... Parce que c'est vrai que chez vous, il y avait des affiches de Samia Ghali, il n'y avait pas d'autres. Écoutez, parce que Samia Ghali était la seule à afficher, excusez-moi. Madame Carlotti, qui est élue du 4-5, je n'ai jamais... non, ils affichaient tous. Non, ils affichaient tous les candidats. Peut-être sur votre chemin de l'avenue des Chutes-la-Vie pour venir au studio en partant de chez vous, et qui est à côté là, je n'ai vu que des affiches de vous et de Samia Ghali. C'était juste pour nous faire plaisir à vous. C'était pour nous faire plaisir à vous et à moi qu'elle affichait un peu entre... Monsieur Benamias, qui habite aussi dans le secteur, a priori, qu'on confirme mes propos. Monsieur Gilles, très rapidement. Non, Patrick Menucci, c'est un sacré client quand même, si je puis dire. On a vu des joutes au conseil municipal, quand il était le patron de la majorité, entre Monsieur Gaudin et Monsieur Menucci. Ça promet d'être une campagne sportive. Est-ce que Monsieur Gaudin... est aujourd'hui en capacité de mener une campagne sportive, où il va être attaqué sur son bilan. Il est maire de 95. Donc ça risque d'être chaud, comme on dit ici chez nous, à Marseille. Si vous me laissez un peu répondre, tous les candidats étaient des clients, pour reprendre votre terme, ou des clientes, puisqu'il y avait aussi des femmes candidates aux primaires. Monsieur Menucci a été choisi par les électeurs socialistes qui se sont déplacés en masse, je le reconnais d'ailleurs volontiers. Après, est-ce que Monsieur Menucci est un bon candidat pour Jean-Claude Gaudin? Je le disais tout à l'heure, écoutez, pour l'instant, c'est un début de campagne poussif. C'est un début de campagne poussif pour faire l'union avec ses amis socialistes. C'est un début de campagne poussif, nous le voyons ici, avec ses autres amis communistes, Front de gauche et écologistes. Et puis, c'est un début de campagne, je dirais, poussif, on va en parler, puisque hier, il y avait le Premier ministre. Et franchement, vous faites une belle liaison. Magnifique. Et franchement, le Premier ministre, hier, pour moi, c'était un enterrement de première classe pour on va parler justement. Et il a ressuscité Madame Samia Ghali. Je me permettrai d'expliciter un peu tout ça. Absolument. Le Premier ministre, vous l'avez dit, M. Gilles était hier à Marseille. Il est même arrivé jeudi soir dans la cité phocéenne pour dîner avec tous les candidats aux primaires socialistes, entre autres, tous réunis pour une très belle photo de famille, il faut l'avouer. Et puis le lendemain, il a annoncé un plan d'action pour la ville. On voit cette réunion en préfecture où la plupart des politiques de cette région et particulièrement du département étaient présents. Il a donc annoncé un plan d'action pour la ville et une enveloppe de 3 milliards d'euros, dont une grosse part, quasiment la majorité d'ailleurs, affectée au transport. Écoutons tout de suite le Premier ministre et puis on en débat juste après. Écoutons Jean-Marc Ayrault. Nous devons réconcilier la ville. Et pour cela, nous avons un effort considérable à faire en matière de transport. Parce que c'est un des leviers les plus puissants de transformation urbaine qui soit
relier les quartiers, les désenclaver. C'est rendre la ville accessible à tous. C'est élargir l'horizon des habitants. Cela suppose de s'attaquer en priorité à la question du système ferroviaire. Le système est aujourd'hui verrouillé. La gare Saint-Charles, qui a été refaite, est un cul-de-sac qui bloque l'émergence d'un véritable réseau ferroviaire métropolitain, ce qui mobilisera 2,5 milliards d'euros. Voilà, j'étais en train de dire que nous allons enchaîner avec la réaction de Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille, candidat non déclaré, mais partout sur les affiches, on l'a dit tout à l'heure, a réagi à ces annonces. Évidemment, il est critique. Écoutons-le. Ce que je trouve un peu surprenant, c'est qu'il y a eu des réunions préparatoires à la venue du Premier ministre aujourd'hui à Marseille, où seuls les parlementaires socialistes ont été invités. Il y a d'autres députés, d'autres sénateurs à Marseille qui ne sont pas socialistes et qui auraient dû l'être. Alors le Premier ministre annonce évidemment des sommes considérables sur la rénovation, une gare souterraine supplémentaire à la gare Saint-Charles, sur des lignes entre Aix et Marseille. Tout ça, c'est à très long terme. Tout ça, c'est beaucoup d'argent. Mais beaucoup d'argent, avant de couper le ruban tricolore, le temps passera sur ces annonces-là. Et j'espère que les gouvernements qui succéderont à celui de M. Ayrault prendront en compte les engagements d'aujourd'hui. Le Premier ministre vient faire la campagne électorale du candidat socialiste. Eh bien, les Marseillaises et les Marseillais, c'est eux qui auront la parole et c'est eux qui choisiront le moment venu. Monsieur Gilles, est-ce que Patrick Mennucci n'a pas réussi là où le maire a échoué? Plaisantez. Non mais attendez, ce déplacement. La question. Alors, si vous pouvez me laisser. Premier ministre qui vient à Marseille, qui annonce une enveloppe de 5 milliards. Si vous arrêtez de faire vos questions et vos réponses me concernant. Non mais j'avais pas fini de poser ma question. Gentiment. Excusez-moi. Allez-y, monsieur Bézard. Non, je disais. Trop de respect pour vous et pour France 3, moi. On va essayer de poser des questions profondes. Donc la question que je souhaitais vous poser, c'est est-ce que finalement Monsieur Mennucci n'a pas réussi là où Jean-Claude Gaudin a échoué, c'est-à-dire faire venir un Premier ministre 3 fois en l'espace de moins de 18 mois, et avec des choses concrètes, c'est-à-dire une enveloppe de quasiment 3 milliards d'euros. Monsieur Gaudin est maire depuis 1995. La majorité au niveau de l'exécutif lui a été favorable pendant de très nombreuses années. Et on n'a jamais vu une présence aussi intensive de l'État. Est-ce que c'est pas une réussite là, parce qu'on met sur un coup électoral, non? Monsieur Bézère, là, si vous me permettez... Je ne sais pas si j'ai été clair sur, mais je me suis un peu... Voilà. Mon temps de parole, quitte à plus parler jusqu'à la fin de l'émission, honnêtement, le déplacement d'hier, c'est une véritable fumisterie. Imaginez que nous avons attendu 14 mois, depuis exactement le 6 septembre 2020. Comité interministériel. La grande annonce de M. Ayrault qui vient à Marseille, qui dit « Oh là là, Marseille et Marseillaise, dormez tranquille, j'ai la solution pour vous, c'est la métropole ». Et qu'est-ce qu'on voit 14 mois après? Non pas 3 milliards, mais vous imaginez le chiffre qui est annoncé de 3 milliards. C'est lorsque cet argent, ces crédits seront contractualisés. C'est-à-dire dans les 3 milliards, on inclut la part de la région, la part du département, la part de la communauté urbaine, de la future métropole, de la ville de Marseille. Donc, comme le disait Jean-Claude Gaudin, c'est des projets qui seront peut-être financés à hauteur de 3 milliards d'euros du moment que tout le monde paye dans les collectivités. Et c'est des projets à 15, 20, 30 ans. Or, qu'est-ce qu'attendaient les Marseillais? En particulier, les Marseillais peut-être même de gauche, qui attendaient de leur Premier ministre, enfin les 20-25% qui lui sont encore fidèles, ils attendaient des réponses dans l'immédiat. Qu'est-ce qu'on fait pour le bataillon des marins-pompiers? Alors que le Premier ministre s'est engagé. Rien sur le bataillon des marins-pompiers, rien sur le chèque du stade Vélodrome qu'on attend depuis des années maintenant, rien sur l'opéra, rien sur la SNCM. Là, je pense que M. Darmanin... Oui, mais le stade Vélodrome va être vendu si M. Mennucci est élu, M. Gilles. Donc il n'est pas pris en compte, c'est normal. On ne va pas le vendre. Rien sur la SNCM et les 3000 emplois qui sont en jeu. Donc rien sur le quotidien des Marseillais et on nous fait miroiter des milliards. Sur la sécurité, on nous fait l'aumône. On nous amène 50 policiers, j'ai le document ici, 50 policiers nationaux pour 2014, alors que cette ville est à feu à sang, tout le monde le sait très bien, à cause de la non-présence de la police nationale et du fait que l'État ne respecte pas ses engagements. Donc moi je pars du principe... Mais ça date pas d'hier, ça. C'est un problème qui aurait pu être... On a tous le souvenir de visites de M. Guéant, M. Hortefeux, qui avait promis monts et merveilles. M. Guéant a amené bien plus de policiers que ce que M. Valls en a amené. Et si je peux permettre juste de terminer...
Cette journée d'hier, honnêtement, elle a été catastrophique pour M. Menucci. D'abord, M. Menucci, au petit déjeuner avec tous les parlementaires, au petit déjeuner avec tous les présidents de communautés d'agglo, a été le seul qui n'a pas pris la parole. Le seul. Et derrière, qui est la grande gagnante? Qu'est-ce que M. Héroux a rempli comme corbeille de la mariée? La corbeille de la mariée Samia Ghali, puisqu'il est allé ensuite en visite dans les quartiers nord. Et c'est là où il y a peut-être le plus de projets qui sont finalement financés par l'État. Donc à la sortie, M. Menucci n'est loin d'être le grand gagnant de la venue du Premier ministre et des 7 ministres qui auraient pu faire tout ça par téléphone. Madame Lévy. Alors, bien sûr, vous pensez bien que je n'ai pas du tout la même lecture. Et je pense que les Marseillais et les Marseillaises qui attendent à la fois le métro pour aller à l'hôpital Nord, à la fois de réhabiliter le centre-ville de Marseille et à la fois d'avoir un atout fort de l'État dans notre ville, auront, j'espère, et j'en suis convaincue, une autre lecture. Aujourd'hui, c'est vrai que je peux vous poser la question de dire mais pourquoi M. Sarkozy n'est pas venu au chevet de cette Marseille qui m'a amené, moi, en la voyant aussi dans un état aussi lamentable. J'avais autre chose à faire, je ne vous cache pas, M. Gilles, que de m'engager en politique. Mais vu l'état de cette ville, il fallait redresser les manches et y aller. Et c'est pour ça que des gens comme moi, aujourd'hui, sont sur ce plateau à vos côtés. Donc il y a bien là un désengagement total de la mairie sur certains quartiers, et encore, je répète, sur Marseille, parce que les quartiers, quels que soient les quartiers, font partie de Marseille. Et ça, je crois que c'est important de le dire. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on va apporter de l'argent où cette ville en a besoin. Alors, moi, je prends le bus 97, et si vous voulez, puisqu'on ne se connaît pas beaucoup, on pourrait le faire ensemble, ce trajet. Et c'est là où on apprend... C'est un bus qui va à l'hôpital Nord, c'est ça, hein ? Exactement, c'est un bus qui va du centre Bourse à l'hôpital Nord. Et pour tout vous dire, le dimanche, il n'y en a que 2, un le matin et un l'après-midi. Ça fait juste 6 ans que Voilà. M. Caselli est responsable des bus. C'est la communauté urbaine, ça. M. Zeribi qui est président de la Aujourd'hui, j'apprends, excusez-moi, aujourd'hui, j'apprends qu'il n'y a même pas de projet écrit pour un métro. Mais sur les transports, c'est de la compétence de la communauté Pendant urbaine. 6 ans, M. Caselli, même pas d'études, vous imaginez. M. Godin n'a pas la main là-dessus. Mais M. Godin avait la main de faire venir le gouvernement pour mettre de C'est la l'argent. question que j'ai posée à M. Voilà. Donc aujourd'hui, 6 ans d'immobilisme de M. Caselli. M. Godin Benamia, aurait je vous pu donne la parole aller juste après. chercher Si vous prenez le l'argent. 97, c'est parce que D'accord. M. Caselli vous a jamais fait de métro dans les Mais quartiers M. nord. Godin Et pendant aurait 6 pu ans, il aurait pu appeler le M. faire. Sarkozy. Enfin, ne nous sortez au pas ces chevet. arguments en campagne parce qu'ils vont vous Est-ce revenir dessus comme un que boomerang. l'État est venu Mais- apporter de l'argent? Ben, il suffisait de présenter. Est-ce que le projet. M. Godin, qui au lieu Mais de il rester suffisait dans de son présenter bureau un à projet. dormir, Vous n'avez aurait pas fait pris... les études, ça a été le grand débat du petit déjeuner. Est-ce que M. Godin, au lieu de rester dans son bureau, Non, serait franchement, vous êtes- d'accord? Ça, c'est les arguments de M. Menucci, ne mais faites pas pas du du mauvais tout. Menucci. Je suis là parce Vous que êtes un justement, professeur aujourd'hui- d'un haut niveau, ne tombez pas à ce niveau Monsieur Gilles, d'insulte, laissez-moi du aller caniveau. jusqu'au bout Oui. de mes... Oui, Vous je donne la connaissez parole la juste après. communauté urbaine qui est responsable. Attendez. Allez-y, Madame du Lévy. métro. Ce que je suis Finissez. en train, on parle de la venue du Premier ministre. On ne parle pas d'autre chose aujourd'hui. Quand, d'après vous, le métro... Alors, laissez-moi vous Allez, répondre. donnez-nous une date. Puisque le Premier ministre est arrivé ici, j'aurais aimé voir de l'ancienne équipe sortante aussi un Premier ministre qui fasse ce type d'annonce. Je vous ne rappelle l'ai tout pas à l'heure fait. tout ce qu'a fait le gouvernement Alors, Sarkozy en 5 Mais ans. c'est vrai qu'on n'est pas Voilà. on n'est pas dans l'urgence de la situation. Voilà, alors Effectivement, les annonces qui sont faites, moi, je vais c'est revenir. Alors là, dans le puisque long vous terme. dites hein. que je Alors, suis, le métro, pour je quand suis aussi enseignante et voilà, je vais vous dire que en médecine, il faut faire de la prévention. Il faut avancer sur des cas d'urgence et prévoir aussi l'avenir. Oui. Aujourd'hui, on n'a ni les cas d'urgence, ni prévoir l'avenir. Par exemple, au niveau de la sécurité, Monsieur Godin, chaque fois... Changez de sujet, non, répondez-nous mais sur je le suis métro. en train de vous expliquer Pourquoi vous n'avez rien que fait vous pendant êtes en- 6 ans à la communauté Madame Lévy a beaucoup on est en d'avance, train- donc il faut qu'elle on conclue. est en train des de questions. dire aujourd'hui, les solutions qui ont été apportées par le gouvernement ne sont pas des solutions d'urgence. Aujourd'hui, cette ville a besoin aussi des solutions à long terme D'accord. pour l'éducation, pour la santé. C'est peut-être pas ce qu'attendent les Marseillais. hein. Voilà, mais je crois que oui. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils attendent, justement. Monsieur Attendre un Benamias, métro dans les quartiers monsieur, nord. alors j'ai votre... Attendez, j'ai le communiqué que vous avez rédigé à l'issue de la visite de la chance, qui commente effectivement les annonces qui ont été faites. Ah ben non, mais moi je lis tout. Hein. C'est bien. Je vais le résumer, parce que c'est long, mais je l'ai lu. Hein. On fait long, par C'est oui, bien, mais... La vigilance, Voilà. évidemment. Des annonces faites par un gouvernement, on en a vu. Et globalement, les gouvernements peuvent changer. Donc, comme c'est du moyen ou long terme, on prend tout. Mais une chose, soyons sérieux sur les transports. La communauté urbaine est gérée par une gouvernance
partagé de l'ensemble des formations ici présentes. Et quand tous responsables, si vous êtes en train de dire. Nous sommes co-responsables de la gestion, notamment par rapport au transport. Tous. Quand on décide... Pas le Front National. Quand on décide... Il n'a pas d'élu à la communauté urbaine. Comme je ne les place pas parmi les partis démocratiques et républicains, ça tombe bien. Il participe au suffrage, monsieur Il y est Benamias. aussi de temps en temps... Demandez à vos amis socialistes alors de dissoudre le Front Non, mais National. attendez, Monsieur Dharréville, monsieur Ravier, monsieur Grandjean sur si la campagne même question dans un instant. Marseille, notamment sur les transports, se passe de cette manière-là. Vous pouvez y aller, ça peut durer longtemps. Mais vous avez raison, pendant 6 ans, vous essayez de nous expliquer que vous allez faire mieux. Il y a eu quand même. accord global. En plus, vous êtes élu à la communauté urbaine. l'UMP et les autres formations ont voté différemment selon le cadre. Quand on fait entre Belzins et Castellane un supplément de tramway, c'est bien un accord entre M. Godin et la majorité socialiste et autres de la communauté urbaine. Que nous avons critiqué. Tout à fait. Je dis bien que tout le monde n'était pas forcément d'accord avec cet axe-là, qui n'était pas l'axe principal. Vous avez voté contre la communauté urbaine, rappelez-moi. Ah, voilà. Mais je me mets dedans, moi, je ne m'exclus pas des alors pourquoi vous n'avez pas prévu le métro sur le quartier nord pendant 6 ans? Monsieur Dharréville et Ravier ont un peu de retard, donc j'aimerais qu'on comble ce retard, s'il vous plaît. Vous avez bien compris qu'en tant que mouvement démocrate, la gouvernance partagée par rapport aux éléments essentiels qu'attendent nos concitoyens... C'est une catastrophe. Non, c'est exactement ce que nous demandons. Ah bon? Ah ben voilà, j'ai compris le contraire. Oui, encore 6 ans de catastrophe. Ah non, bon, vous en êtes. Donc vous êtes la catastrophe, vous en faites partie. Alors, vous en faites partie. J'ai également lu le communiqué de M. Coppola. Pareil, hein, c'est oui mais. Alors lui, il constate qu'il n'y a rien sur les logements, entre autres. Il y a 40 000 demandes qui sont en souffrance. Oui. Là aussi, on est presque dans... Et puis bon, il y a quelques lignes relativement critiques. Hein, suite à ce que le Premier ministre a annoncé, on a presque le sentiment que vous êtes dans un rôle d'opposition. Là. On dit ce qu'on pense, et on pense que c'est de nature à faire avancer les choses. Donc sur ce métro, d'abord, si vous me permettez un mot là-dessus, puisqu'on a parlé, d'abord, je voudrais dire quand même que quand on veut répondre aux besoins de la population, visiblement, on va piocher dans les idées des communistes, et je m'en félicite. Donc ça, c'est très bien, c'est tant mieux. Des études vont être faites. Le métro jusqu'à l'hôpital Nord, il y a une pétition qui a recueilli plusieurs milliers de signatures, qui a été déposée à la communauté urbaine à notre initiative. Donc je considère que c'est une victoire de la population. Contrairement à ce que j'ai entendu, c'est pas une victoire de je ne sais qui, de je ne sais quel maire de secteur. Voilà, c'est pas ça. Non, c'est une victoire de la population qui veut effectivement que ces quartiers soient desservis. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. La deuxième, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de métro. Il y a une étude. Exactement. Moi, je demande des engagements. Ouais. Je demande des engagements parce qu'il y a urgence pour désenclaver ces quartiers. Il y a urgence. Évidemment qu'il faut une étude, mais il faut savoir aussi ce qu'on va faire derrière et dans quel délai on va le faire. Et il faut des fonds pour ça. Ouais, il faut que l'État s'engage. À Paris, il y a 14 ou 15 lignes de métro. À Marseille, il y en a 2. On a un problème. Marseille est 2 fois plus étendu. Voilà. Et nous avons... Mais oui, mais nous avons un retard historique. Nous avons au moins 20 ans de retard en matière d'infrastructure de transport. Ça, c'est quoi? C'est le résultat à la fois de la gestion de l'équipe municipale en place depuis 18 ans, et c'est le résultat du désengagement de l'État. Donc il y a besoin d'un... Une double responsabilité, à la fois la mairie et à la fois l'État. Le désengagement de l'État, ça fait des décennies que nous le critiquons, que les communistes le critiquent à Marseille. Pourtant, les communistes ont participé à de nombreux gouvernements qui étaient... Nous avons Guy Hermier à l'époque critiquait le désengagement de l'État à Marseille et il le disait avec la force de sa voix. Donc ça c'est la première chose que je voudrais dire sur le métro. Mais évidemment il y a besoin de prendre la question des transports comme ça a été fait et d'avoir un plan très très ambitieux de ce point de vue. C'est une question majeure. Et en même temps il y a besoin de répondre à tous les enjeux. On ne peut pas dire on va régler que le problème des transports. Le problème des logements est un problème majeur. Il y a effectivement 40 000 logements qui manquent à Marseille et pas que ça. Juste pour terminer si vous me le permettez. Oui, allez-y. Voilà. Il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a besoin de rénovation urbaine. Et donc, il y a besoin d'investir massivement dans la pierre. Et il y a besoin pour cela... Des opérations de rénovation urbaine ont été annoncées par Jean-Marc Ayrault. Oui, il y en a 13 ou 14, si j'ai bien lu le document, mais plus c'est quelques autres. ce qu'il faudrait. Voilà, c'est présent de ça. 40 000 logements, 13 ou 14 opérations. Voilà, création de la gare souterraine pour augmenter le nombre de TGV et le nombre de TER. Évidemment, le doublement de la ligne entre Aix et Marseille, on sait que ça fait des années que ça pose problème. Prolongement du métro vers l'hôpital Nord, mais également augmentation des moyens pour les missions locales. Je résume les annonces du Premier ministre et une augmentation du personnel qui travaille à Pôle emploi. Monsieur Ravier, pas de communiqué, j'ai rien reçu du Front National.
Il y aura un communiqué en temps et en heure, puisque même si ça s'est passé hier, en réalité, ça s'est passé aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Vous l'avez dit en début. Oui, je l'ai dit, je l'ai dit en début d'émission. Tout simplement, écoutez, nous sommes à un mois de Noël. C'est déjà l'annonce, un petit peu comme le Père Noël, ce sont les cadeaux du Père Héros, à la différence près que le Père Noël, lui, il existe. Les cadeaux, on les a vraiment. Mais encore une fois, moi, je ne prends pas pour argent comptant ce qui est annoncé, ce qui était déjà annoncé avant par l'ancien Premier ministre qui s'était engagé à terminer. Mais que vous n'ayez pas confiance, j'entends bien, mais sur ce qui est annoncé, est-ce qu'a priori, ça va plutôt dans le bon sens si ça se réalise, par exemple? Oui, si ça se réalise, mais on nous a tellement promis de choses, Monsieur Bézère, pour Marseille. Monsieur Fillon nous avait promis de terminer la L2. Et puis, 5 ans plus tard, la L2 n'est pas terminée. C'est reparti, là. Monsieur Jospin nous avait tellement promis. Et puis, il n'a rien tenu. Alors aujourd'hui, voilà, c'est la grande scène de théâtre, la pièce de théâtre qui se joue en même temps que les élections, que la campagne des élections municipales débute. Une pièce de théâtre que plus personne n'écoute, ne regarde, parce qu'on nous la resserre à chaque fois, avec cette fausse opposition. C'est vous, la gauche, qui n'avez rien fait. Mais non, c'est vous, la droite, qui n'avez rien fait. La responsabilité est partagée. Parce qu'il y avait des désaccords entre M. Gilles et Mme Lévy. Et ça fait 18 ans que Jean-Claude Gaudin est aux commandes de la ville. Pendant ces 18 années, il aurait dû bénéficier, Marseille aurait dû bénéficier de l'aide de l'État, puisqu'il y a eu 5 ans de présidence Chirac, 5 ans de présidence Sarkozy. Est-ce que nous avons eu en fonction de ses amitiés politiques? Est-ce que nous avons eu un métro? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Si je peux me permettre, est-ce que nous avons eu un métro? Est-ce que nous avons eu un développement économique? Est-ce que nous avons eu une meilleure sécurité? Nicolas Sarkozy a baissé considérablement le nombre de policiers à Marseille. Combien? Plus de 400 policiers en moins à Marseille. Et ne me contestez pas, tout à l'heure, vous disiez vous-même que la ville était à feu et à sang. Et ça, c'est une réalité partagée par la gauche, puisqu'en 2008, vous vous souvenez quand même qu'il y a eu l'élection du président de la communauté urbaine. La droite y est majoritaire, il faut le savoir. La droite est majoritaire depuis 2008, mais Jean-Claude Gaudin a préféré voir M. Caselli à la tête de la présidence que M. Muselier. Je crois que M. Gilles en garde un souvenir ému, entre guillemets. Donc il y a une majorité de droite dirigée par la gauche. Si ça, c'est pas l'entente UMPS, alors je m'appelle plus. Il y aura un mot de la métropole quand même, c'est important. Oui, mais juste après, monsieur. Oui, parlons d'autre chose. Non, pareil. Non, mais tout est lié de toute façon, parce que l'enveloppe, c'est 5 milliards pour la métropole, et effectivement, les projets qui ont été... 50 millions d'euros. 5 milliards pour la métropole, non, j'ai dit que les 5 milliards qui avaient été annoncés pour développer les projets que l'on vient d'évoquer à l'instant font partie effectivement de la nouvelle configuration à venir, c'est-à-dire la métropole. Voilà, est-ce que j'ai été clair? Et nous y reviendrons évidemment dans un instant. Monsieur Grandjean, sur les annonces du Premier ministre. Oui, sur les annonces du Premier ministre. D'abord, pour moi, écologiste, évidemment, le fait de voir cibler la question des transports et des investissements que Marseille attend, que sa métropole attend, que chacun des habitants ici, à Marseille comme dans les villes qui sont autour, attendent. C'est une satisfaction. Après, je me pose la question sommes-nous à la hauteur des enjeux? À quelle vitesse? Ça veut dire quoi, ça, sommes-nous à la hauteur des enjeux? Mais sommes-nous à la hauteur des enjeux? Parce que quand je vois que, par exemple, sur le Grand Paris, l'État met 30 milliards dans les transports pour faire la grande ceinture, ici, on met 3 milliards alors qu'on a 30 ans de retard. Tout le monde le sait, on a 30 ans de retard. Les investissements qui ont été faits sur Lyon, sur la métropole lyonnaise, sont plus importants que ça. Enfin, quand je dis des investissements que l'État a impulsés. Donc je pense qu'au moment où l'État veut, y compris contre la volonté des maires, impulser une métropole, il faut que l'État mette franchement la main à la poche. Ces 3 milliards, ce n'est pas négligeable. Moi, je me refuse de dire « voilà, c'est pas assez, etc. » C'est bien que les projets de transport en commun soient ciblés. Et ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'on ne va pas construire la métropole, si telle est l'ambition de ce gouvernement, encore une fois, sans faire la politique de logement, sans réfléchir à la politique de l'emploi, parce que notre ville est sinistrée. Vous êtes relativement critique, quoi. Enfin, c'est pas assez. Non, c'est bien pour débuter, mais bon. Je me refuse à être dans une critique pour critiquer. Je pense que c'est pas assez et qu'il faut qu'à un moment donné, on pose des enjeux de ce territoire. Et si on veut poser les enjeux en termes de métropole, il faut qu'on regarde sur 30 ans quels sont les investissements qu'on a besoin de faire, quels sont les rattrapages qu'il faut faire, y compris sur le niveau d'études, par exemple, moyen des habitants de cette ville, et qu'on se donne les moyens de ces politiques. Alors, je rappelle que la plupart des maires, à l'exception de M. Boulan, la plupart des maires anti-métropole n'étaient pas présents hier en préfecture des Bouches-du-Rhône. Ils ont préféré laisser leur chaise vide, alors qu'évidemment, ils y étaient invités. Voilà, la voie est libre se poursuit. Évidemment, vous avez rendez-vous dans quelques secondes avec...